Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse aux soldats de l'an 2. La littérature a fait des va-nu-pieds de 1793, des figures de légende. Au vrai, il y eut cette année-là beaucoup d'héroïsme, assurément, et de vertu républicaine, mais aussi le mal du pays chez des paysans qui pour la première fois s'éloignaient de leur village. La tentation de la désertion, du brigandage, de la panique devant l'ennemi était grande. Vous voulez en savoir plus sur les soldats de l'an 2? Venez avec moi. En août 1793, le tocsin sonne. Dans les villes et les villages du nord et du nord-est, on s'arme. Comme en 1792, l'ennemi est là. Il a forcé les lignes de Wisbourg. Mayence et Valenciennes ont capitulé. D'un moment à l'autre, le Quesnoy et l'Andrecien peuvent tomber, ouvrant la voie vers Paris. Plus loin des frontières, on annonce que tout l'ouest et le sud-ouest s'enflamment. Vendéens, Chouans et autres insurgés battent la campagne et conquièrent les villes. Bordeaux, Marseille, Lyon et Toulon. Quelques charrettes renversées et voilà les rues barricadées. On afflue dans les camps pour aider les volontaires ou le soldat de l'armée royale et catholique. On fonce sur l'ennemi comme des enragés. On coupe les jarrets des chevaux et tombe comme grêle les cavaliers. Que le peuple se lève en masse et la République sera sauvée. L'idée se répand, court les rues des villes et des villages. À Paris, c'est le mot d'ordre des sections sans culottes. Manipulation, contre-révolutionnaire, crient les responsables politiques. Comment armer, équiper, habiller et nourrir des milliers d'hommes sans désorganiser la vie d'un pays? Une multitude, sans choix et sans aptitude, entravera plus qu'elle ne servira les soldats. Aux Jacobins de Paris, Robespierre se lève. Ce ne sont pas des hommes qui nous manquent, mais bien les vertus du patriotisme dans nos généraux. Épurons l'armée et que l'âme de la Révolution traverse les rangs des bataillons. La patrie sera sauvée. Les sans-culottes maintiennent leurs exigences. La Convention cède. Le 23 août, les célibataires ou veufs sans enfants de 18 à 25 ans sont requis jusqu'au temps où les ennemis auront été chassés du territoire de la République. À Paris, c'est l'enthousiasme. On arme de nouveaux bataillons qui partent vers les zones de combat. Quand la nouvelle parvient dans les villages les plus reculés de la France, septembre était déjà depuis longtemps entamé. Ici on faisait les premiers labours pour l'ensèmement d'hiver. Là on procédait à la récolte dans les vignes. Comment faire admettre aux paysans occupés par ces façons culturales qu'ils allaient devoir se passer des bras les plus vigoureux? On avait déjà donné pour le salut de la patrie. En 1791, la fuite du roi, la menace d'invasion étrangère, des villes, des bourgeois étaient accourus, demandant des volontaires pour grossir leurs bataillons. En 1792, l'invasion était devenue une réalité. Une multitude de volontaires ont quitté les villages pour repousser l'invasion. En 1793, on avait élu ou tiré au sort les hommes de la levée de 300 000 hommes, les volontaires pour la Vendée, pour Lyon et pour la levée des 30 000 cavaliers. Les choses, cette fois-ci, semblaient simples. Plus de volontaires, plus d'exemptions, l'égalité sainte de tous. Les maires se font remettre les registres de baptême, pointent les hommes en âge d'être requis et le lendemain, à l'assemblée du village, énoncent les noms de ceux qui seraient soldats. Il souligne que la réquisition basée sur le principe de l'égalité ne serait qu'un coup de main. Les instructeurs se mirent à l'œuvre. On leur confie pour compléter leur journée les enfants de 8 à 16 ans qui apprennent après leur aîné le maniement des armes et le pas réglementaire. Les armes, on en manque. On distribue de simples bâtons pour les remplacer. Les journées étaient longues et le temps de l'exercice fini, il fallait occuper tout ce monde. Certaines municipalités crurent bon de se servir de la main-d'œuvre ainsi offerte pour réparer les routes. Les requis protestent. La réquisition se transformait en corvée. L'ancien régime renaissait. Les requis traînaillaient dans les rues, hantaient les cabarets et les rixes se multiplient. Certains maires renvoient les contingents dans les campagnes. Tant pis si l'insoumission s'installe. Tout valait mieux que cette masse oisive et qui tombait dans le désordre. On hâta la formation des bataillons. Les municipalités organisent alors des fêtes civiques. La municipalité les accueillait au son du tambour et des fifres que jouait l'hymne des Marseillais, et l'assistance en reprenait en chœur le refrain.
on chantait d'autres poèmes guerriers et patriotiques. Puis l'assemblée, sortant de la mairie, le défilé s'organisait. Il devait être le vivant symbole de l'union du peuple et de son armée. La garde nationale venait ensuite et précédait les bannières portées par les commissaires des assemblées primaires. Les vieillards constituaient la seconde partie du cortège et ils encadraient les roquis. Convoqués la veille, on leur avait lu la déclaration du 23 août et on leur avait recommandé d'être les prédicateurs de la haine des tyrans et de l'unité de la République. À quelque distance se tenaient les membres des sociétés populaires. Ils précédaient les jeunes filles qui, toutes, portaient le ruban aux 3 couleurs. Les pères de famille fermaient le défilé et des détachements de la force armée les entouraient. La guerre pour les volontaires, on l'apprenait à la faire sur le terrain. L'ancien, le soldat du roi qui parfois avait fait la guerre de 7 ans, le volontaire de 1791 ou celui de 1792 qui avait connu Valmy et Genaps, enseignait le maniement des armes. Pour parfaire les connaissances de la troupe, le commandement décide de créer à l'arrière des écoles. Dans chaque bataillon, un soldat, un sous-officier et un officier y allèrent. Ils s'en revinrent et ils apprirent à leurs camarades les évolutions savantes. La guerre ne devait plus se faire par masse compacte. Il fallait aussi savoir se former en carré ou en ligne à la première consigne. Le fusil était lourd, 4,37 kg, et il fallait être rapide pour mettre la balle ronde de 27,17 grammes dans le canon fixé au fût par 3 garnitures. Déchirer la cartouche, verser la poudre et bourrer avec la baguette. Souvent ces fusils n'étaient que des fusils de chasse rafistolés par quelques forgerons de village. Il n'était pas rare qu'ils éclatent au nez du tireur. On était bien obligé de suivre le mot d'ordre républicain, attaquer partout à la baïonnette. À l'armée, on racontait même que des requis n'ayant pour seule arme que des piques avaient été renvoyés chez eux par les généraux. L'instruction se poursuivit vers les zones de combat, alors se posait le problème le plus redoutable pour un soldat, où trouver à se nourrir. Malgré les efforts déployés par le gouvernement révolutionnaire, le pain vient à manquer. Les officiers fermaient les yeux quand les vols étaient trop nombreux et la chaumière plus que le château avait été visitée. On faisait intervenir le juge militaire. Celui-ci instruisait minutieusement les cas, interrogeant les coupables, leurs camarades et leurs officiers. Les voleurs savaient-ils ou non la loi? Avaient-ils des circonstances atténuantes? Et leurs années de service, comme leur manque de bravoure ancienne, leur valaient-elles mansuétude? L'affaire était toujours jugée avec équité, mais fermeté. Venait ensuite la bataille, envoyée trop tôt au feu. Les roquis faisaient débauche de coups de feu. La moindre alarme était génératrice de panique. Le fusil en bandoulière et le ça ira aux lèvres. L'armée des savetiers repousse plus d'une fois l'armée des mercenaires et chaque victoire proclamée à la Convention était comme la confirmation qu'un peuple souverain était toujours supérieur aux tyrans. Les morts, surtout après l'automne et l'hiver de 1793, furent moins nombreux qu'une légende tenace tente encore de l'accréditer. Nombreux cependant furent les blessés et l'hôpital était trop souvent l'antichambre de la mort. Dans le 2e bataillon de l'Ille-et-Vilaine, les pertes furent de 18% en 1793, dont 2,4% eurent lieu sur le champ de bataille. Dans le 13e bataillon de Seine-et-Oise, 54% des morts le furent à l'hôpital. Les lettres de soldats témoignent de l'hécatombe due à l'épuisement consécutif aux longues marches, au froid et à la mauvaise alimentation. Le caporal Gosse de la 8e compagnie du 2e bataillon de la 42e demi-brigade écrivait « J'ai eu les 2 doigts gelés du temps que nous étions devant Mannheim, où nous bivouaquions des nuits entières sans feu et dans les plus grands froids. Notre compagnie était au nombre de 90. Nous ne sommes plus que 25 et encore tous les jours. Il en va à l'hôpital et ils ne reviennent point. » Blessé, infirme, le soldat qui n'allait pas aux invalides ne cherchait pas toujours à s'en retourner chez lui. Il traînait après le bataillon, cherchant à conserver la chaude fraternité des camps. Ceux qui retournent au pays devinrent des propagandistes de la révolution de l'an 2. Roquis, rechignant naguère à partir, ils étaient devenus des soldats citoyens de la grande nation. Au cabaret ou sur les places du village, ils en rappellent le message, l'égalité, du directoire à l'Empire, la police d'État, dut surveiller ces hommes qui se considéraient comme les dépositaires du legs du peuple révolutionnaire de l'an 2. Comme on
l'a vu, les armées républicaines françaises constituent la puissance militaire de la République française, chargée d'assurer la défense des idéaux républicains et l'ordre public pendant la période de troubles révolutionnaires qui suit la Révolution française. Quand la Révolution française s'est radicalisée, elle a rapidement été menacée par des ennemis extérieurs, mais également intérieurs. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.